Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 10h30, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver tous les jours. Pendant 2 heures, nous allons regarder l'actualité et nous allons vous écouter évidemment. 0826 300 300, vous intervenez, vous participez à cette émission sur Sud Radio. Je suis très heureux d'être là avec vous et très heureux d'évoquer les sujets que nous allons développer, vous allez voir. Et évidemment, la réforme des retraites, 8e journée de mobilisation contre cette réforme, manifestation et grève diversement suivies. Nous ferons le point. Réunion aujourd'hui de la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui écrivent le texte définitif réformant les retraites. Ce texte sera ensuite présenté à l'Assemblée au Sénat. Vote ou 49-3, adoption sans vote à l'Assemblée. Nous verrons bien ce qui sera décidé. Si le texte est voté, que feront les syndicats ? Eh bien, nous allons appeler le président de la CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres. Tout à l'heure aussi avec nous, Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance. Pourquoi ? Eh bien, parce que un rapport a été publié lundi. Des dizaines de milliers d'enfants sont sous psychotropes en France. Pourquoi ? Que faire ? Et puis je lui parlerai aussi de l'accès des mineurs aux sites pornographiques. Où en est-on ? 11h midi, débat. Après la faillite de la Silicon Bank Valley, notre argent dans les banques est-il bien protégé ? La panique bancaire, est-ce un risque bien identifié ? Débat donc entre 11h et midi, ce sera absolument passionnant. Passionnant aussi le sujet de midi 5. Le plan global sur l'eau sera présenté la semaine prochaine par le gouvernement. En Chine, les autorités sont confrontés aussi à la sécheresse. Eh bien, les autorités chinoises ensemencent les nuages. À 12h05, vous saurez tout sur les techniques utilisées pour faire pleuvoir ou pour faire cesser la pluie. La manipulation du climat, c'est passionnant. L'eau est un enjeu stratégique, c'est l'enjeu stratégique des conflits modernes. C'est le titre du livre d'ailleurs de notre invité. Il sera avec nous tout à l'heure, Franck Gallard. Voilà, vous êtes sur Sud Radio, merci. Comme tous les jours, dans quel monde vit-on ? Avec Félix Mathieu. Félix, bonjour. Bonjour à tous. La pollution de l'air devient un véritable tue-l'amour pour les insectes, selon des chercheurs. Eh oui, des mouches en pleine confusion sexuelle, incapables de distinguer les mâles et les femelles. La pollution atmosphérique menace la pollinisation des plantes, ça on le savait, mais elle sème aussi la pagaille dans la reproduction de certains insectes, selon une étude publiée dans Nature Communication. À l'origine du phénomène, l'ozone, un des polluants les plus communs, même à une dose modérée, il a pour effet de dégrader les perceptions olfactives des insectes et ça affecte aussi les phéromones, ces substances chimiques odorantes à l'origine des réactions sexuelles ou sociales inconscientes. Résultat, lors d'expériences menées avec des niveaux d'ozone typiques des grandes villes, sur les drosophiles, ces petits moucherons qui tournent très souvent autour des fruits, eh bien les mâles se retrouvent soudain privés de tout sex appeal aux yeux des femelles qui ne sont plus incitées à s'accoupler. Certains mâles se retrouvent même à poursuivre de leurs assiduités leurs congénères du même sexe, rendant toute reproduction impossible. Alors, au-delà des drosophiles, eh bien ce phénomène pourrait aggraver le déclin qui a touché près de la moitié des espèces d'insectes ces dernières décennies. Eh bien, merci Félix. Charlotte Cobel est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enfance. Vous avez lu avec attention, comme nous d'ailleurs, le rapport du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Charlotte Cobel, des dizaines de milliers d'enfants sont en France sous psychotropes. Des enfants qui sont âgés de 6 à 17 ans. D'abord, avez-vous été surpris par les conclusions de ce rapport ? Dans le détail, oui, mais dans la réalité de ce que nous vivons aujourd'hui, non. On a un enjeu de santé mentale de nos enfants très lourd actuellement, dont il faut avoir conscience, effectivement. Alors, les psychotropes, ce sont des antidépresseurs, je sais pas moi, des médicaments. C'est une médication excessive de l'enfant en France. Y a-t-il une médication excessive de l'enfant en France ? Alors, c'est la conclusion du Haut Conseil, oui, dont la démarche, évidemment, est d'alerter. C'est le rôle d'un conseil. Les chiffres, aujourd'hui, sont regardés avec attention parce qu'il y a un certain nombre de conclusions qui sont peut-être un tout petit peu rapides. Mais oui, la réalité aujourd'hui, c'est que nous avons à peu près 13% d'enfants en France qui ont des troubles mentaux légers à lourds et qui conduisent à des prises en charge dont certaines sont de nature médicamenteuse. 13%. C'est la moyenne de l'OCDE. C'est en augmentation ou pas ? Ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, on est plus sensible, on repère mieux,
on évalue mieux la santé mentale des enfants. C'est un sujet assez nouveau. Avant 2017, c'était pas vraiment dans le scope. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de progrès, notamment sur l'autisme et sur tous les troubles du neurodéveloppement, et c'est une bonne nouvelle. Mais on a un contexte extrêmement anxiogène. La crise sanitaire, on le sait, a provoqué beaucoup de difficultés chez les enfants et chez les jeunes, chez les étudiants. On a bien sûr le numérique, on en parlera, qui a un impact. Donc, on a un contexte extrêmement inquiétant. Mais Charlotte Cobel, sur médication, on est dans la moyenne européenne sur l'état mental de nos enfants. En revanche, dans la surmédication, on est parmi les pays, et notamment de psychotropes, on est parmi les pays les plus prescripteurs d'Europe. Hein. Alors, rappelons quand même que ces médicaments... Pourquoi ? Alors, je pense qu'on a un vrai enjeu dans la prévention et l'accompagnement qu'on appelle primaire. Les médecins aussi. Alors, on a un vrai enjeu. Facilité de la prescription ? C'est certainement parce que le dispositif d'accompagnement aujourd'hui des enfants qui ont des troubles mentaux est insuffisant en prévention et en accompagnement éducatif et psychologique, qu'on se retrouve trop souvent devant un pédopsychiatre ou face à un médecin libéral. Manque de place en institut dans les hôpitaux ? Manque de place en institut et plus exactement manque d'accompagnement dans les familles aussi, avec les familles, parce qu'on a des familles qui sont un peu dépassées. C'est pas facile d'avoir un enfant qui a un trouble alimentaire, c'est pas facile d'avoir un grand dépressif, de plus en plus jeune quand même aussi. Oui. Je vous donne un chiffre, les chiffres qu'on avait sur les tentatives de suicide et les troubles alimentaires des 16-18 ans sont passés chez les 13-16 ans. Donc avoir un enfant de 13 ans qui a qui est dépressif et qui fait des tentatives de suicide, c'est très lourd. Donc l'accompagnement des familles, la prévention, le caractère pluridisciplinaire avec des psychologues, des éducateurs. Aujourd'hui, on renforce les dispositifs, mais ils sont parfois insuffisants et conduisent les médecins de ville, parfois, dans le respect des préconisations de la Haute Autorité de Santé. Moi, je ne mets pas en cause la compétence des médecins. Les protocoles sont posés, ils imposent un accompagnement psychologique, mais c'est vrai que devant le désarroi de parents, le médicament est parfois rassurant. Alors, comment aider les enfants ? C'est la question de base. Alors, comment aider les enfants ? C'est la responsabilité de tous. La problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que les causes de ce problème de santé mentale sont très multiples. On sait que l'environnement, vous avez parlé de l'environnement sur les mouches, pardonnez-moi, mais l'environnement conduit à plus de naissances d'enfants avec du trouble de neurodéveloppement. Donc ça, c'est déjà une réalité. On a aussi des enfants qui sont dans des familles dont on sait que les violences ont explosé pendant la crise sanitaire. On a des enfants qui ont vécu le confinement, des enfants, des jeunes, de manière assez problématique. On est en train de mesurer ça par des études, c'est pas si simple. On a le numérique qui potentialise tout ça, qui renforce l'anxiété, l'éco-anxiété, l'anxiété face à la guerre en Ukraine. Donc on a plein de facteurs sur lesquels il faut... Oui, mais Charles Cobel, ça c'est le constat. Oui, bien sûr. Mais alors on fait quoi ? Alors, ce que je veux dire, c'est que pour pouvoir répondre, il faut qu'on connaisse un peu les causes pour répondre au mieux. Vous avez raison. Mais... L'objectif, c'est d'avoir 3 niveaux de réponse. Un premier niveau qui est assuré par les médecins de ville, qui est la compréhension et un bon diagnostic, un bon repérage. Puis un deuxième niveau qui permet d'accompagner les familles et les enfants de manière avec la psychologie, avec l'éducation, pour éviter qu'on se retrouve au 3e niveau, qui est la grosse Bertha, c'est-à-dire la pédopsychiatrie lourde et les médicaments. Il nous faut ces 3 niveaux. Aujourd'hui, comme ils ne sont pas assez étayés, même si on avance, on a mis des millions d'euros, il y a une feuille de route en 2021 qui a permis de renforcer la maison des adolescents, les centres médico-psychologiques infantiles. Donc on met des moyens, mais ça prend du temps. Ça prend du temps de former des pédopsychiatres. Nous n'en avons pas suffisamment. Tout ça, on est en marche, mais... il faut que ça avance un peu plus vite parce que nos enfants, en attendant, attendent d'être pris en charge. Alors, autre chose, puisque nous parlons de nos enfants, Charlotte Cobel, autre chose, c'est un phénomène qui fait des ravages aux Philippines. Le journal Le Monde vient de publier un article très intéressant, la pédopornographie en ligne. Des adultes, souvent les parents, filment des viols d'enfants pour des pédocriminels qui, eux, sont à l'étranger. Félix Mathieu. Oui, un phénomène qui met au défi les polices du monde entier, aux États-Unis, en France, aux Philippines, bien sûr. C'est par exemple l'histoire de ces 2 frères et de leurs cousins violés par leurs parents pour des pédophiles européens qui regardaient les scènes en direct sur Internet des enfants rencontrés par Lorraine de Fouché dans ce reportage publié par le journal Le Monde il y a quelques jours. Des enfants qui, racontent-elles, ponctuent leur récit en langue locale de quelques mots d'anglais, sextoy, PayPal. On en parle encore peu ici, mais le phénomène plus connu là-bas se répand depuis 2012 avec souvent un commanditaire qui envoie un scénario, qui demande ce qu'il a envie de voir et des adultes sur place qui trouvent une façon de faire de l'argent facile. Des Français ?
Alors, il y a des Français parmi ces adultes. N'allons pas jusqu'aux Philippines. Nous avons un problème de pédocriminalité en France. Nous avons la commission indépendante des victimes d'infractions sexuelles qui nous dit que nous avons 160 000 mineurs au moins chaque année victimes de criminalité sexuelle. 160 000 mineurs. Vous entrez dans une classe aujourd'hui, pardonnez-moi, vous avez 2 enfants probablement qui sont victimes d'inceste. Vous avez des adultes, et on le sait, l'actualité en a fait pas, qui vont régulièrement sur des sites de pédocriminalité. Donc nous n'avons pas besoin d'aller jusqu'aux Philippines. Bien sûr qu'il y a un sujet à l'étranger. Le tourisme sexuel a repris depuis la fin de la crise sanitaire. Il est temps que notre pays ouvre les yeux sur le fait que nos enfants ne sont pas à notre disposition pour nos pulsions sexuelles. Mais bien sûr, mais alors, donc là, que faire? Parce que la pédopornographie, je sais qu'il y a un office spécialisé pour la protection des mineurs qui a été annoncé par le ministre de l'Intérieur. Exactement, pour renforcer. On avait évidemment déjà des équipes, mais l'idée, c'est de concentrer tous les moyens et d'y aller fort. On a aussi une réglementation qui va être renforcée au niveau européen. On a un règlement européen qui va nous permettre d'aller, j'espère, plus facilement repérer, notamment sur les réseaux, les pédocriminels. Mais on a besoin d'une prise de conscience dans ce pays. Aujourd'hui, les enfants sont trop à la disposition de tout le monde pour passer des pulsions personnelles. Mais alors, alourdir les sanctions il faut continuer à avoir une chaîne police-justice, gendarmerie-police-justice, la plus efficace possible. Nous ferons une campagne de sensibilisation que j'imagine quand même, pardonnez-moi l'expression, assez trash pour que tout le monde ouvre les yeux et arrête. Cette campagne On est en train de la monter, j'aimerais qu'elle passe avant l'été. Avant l'été, campagne de sensibilisation. On ouvre les yeux sur la réalité, voilà. Il faut, à mon avis, profondément transformer l'éducation sexuelle à l'école, pas simplement pour accompagner... Justement, j'allais vous en parler, Charlotte Cobel, de l'éducation sexuelle. Des cours sont prévus d'éducation sexuelle à l'école. Vous avez vu que ces trois associations déposent plainte, attaquent l'État en justice. Pourquoi ? Parce que la loi n'est pas respectée. Et chaque année, 3 séances d'éducation à la sexualité à l'école sont obligatoires. Or, elles n'existent pas. Vous avez parfaitement raison. On a un vrai sujet parce que les objectifs de cette éducation sont pas si clairs, en tout cas ils sont multiples. Il y a évidemment des enjeux de santé, il y a des enjeux de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, mais à mon avis il faut renforcer l'approche protection de l'enfant pour lui donner les armes à lui pour se protéger d'agresseurs potentiels dès la maternelle. Mon corps est à moi, n'y touche pas. Et puis après introduire progressivement la notion de consentement, de bien-être, de lien affectif. Mon corps est à moi, n'y touche pas, ce sera la campagne, si j'ai bien compris. En tout cas, Charlotte Cobel, j'ai compris. C'est très important. Mon corps est à moi, n'y touche pas, mais c'est formidable comme slogan. Il faut que les enfants... Voilà. Oui, merci. Vous l'avez dit. J'ai mon slogan, Charlotte Cobel, je suis content d'avoir le... Mais vous voyez, il faut que les petits aient déjà ce slogan dans la tête, parce que les meilleurs à se protéger les uns les autres, c'est les enfants eux-mêmes. Les meilleurs ambassadeurs, c'est les enfants. Bien sûr. Un mot sur l'accès aux sites pornographiques, là encore, fin mars, système de vérification d'âge, on est bien d'accord, Alors, sur ce sujet, soyons très clairs. Vous êtes censé respecter les limites de vitesse. Ce n'est pas à moi de choisir votre véhicule, ni de choisir les mécanismes qui font que vous respecterez vos limites de vitesse. C'est pareil pour les sites porno. Ils ont une obligation, c'est le code pénal qui interdit de mettre devant des enfants des images pornographique. Bien sûr. Donc c'est à eux de trouver, pardonnez-moi, la voiture, le contrôle technique, ce qu'ils veulent pour empêcher que les enfants y viennent. J'ai une suggestion à vous faire. Lorsque j'achète en ligne, ma banque demande un contrôle. Mais exactement. Donc pourquoi ne pas appliquer le même système ? Pardonnez-moi, ils n'ont pas envie d'appliquer le système parce que mais ils n'ont pas, mais on peut les forcer, non ? On parle alors les sites de pornographie français appliquent depuis très longtemps la carte bleue parce que eux ils vendent le contenu pornographique aux sites français. Par contre, les sites internationaux type YouPorn, ce sont des tubes qui vendent du flux. Donc ils ont besoin d'avoir des spectateurs. Dans leur flux, il paraît qu'il y a 40% de mineurs. Donc ils n'ont aucun intérêt à enlever 40% de leur business. Donc la seule façon de les dissuader aujourd'hui, c'est de couper le flux. Il y a une action devant la justice parisienne par l'Arcom, notre agence de régulation, qui demande à la justice de couper
ponctuellement le flux pour punir ces Donc on couperait l'accès aussi. Ce qui est déjà possible. Ils nous renvoient, oui, mais nous n'avons pas de mécanisme de filtre qui existe vraiment. Mais trouvez-les, c'est votre responsabilité, c'est pas la mienne. Donc parce que il y aura le système de vérification d'âge. Il y en a plein. Il y en a plein. Vérification d'âge. Est-ce que vous allez en mettre en place? Ce n'est pas à moi de le mettre. Nous, on va faire des préconisations. L'ARCOM, la CNIL vont dire ces systèmes-là sont conformes à notre législation. Mais il y en a plusieurs. Ça peut être la carte, ça peut être la carte d'identité. Si vous louez, ça vous arrive peut-être quelque chose sur un Airbnb, on vous demande votre carte d'identité. Ils ont qu'à prendre la carte d'identité. S'ils veulent une reconnaissance, parce que si moi je mets mon image, on verra bien que je ne suis pas mineur. Voilà. S'ils veulent une reconnaissance qui n'est pas une reconnaissance faciale, en tout cas, voilà, ils peuvent mettre ce qu'ils veulent. Encore une fois, le contrôle, comme une banque qui demande un contrôle, ça me paraît tellement... Ils n'ont pas d'intérêt. Il faut donc prendre tous les moyens pour les contraindre. Quand on aura enlevé 40% de leur flux en retirant la lumière régulièrement, eh ben peut-être qu'ils retireront les mineurs comme ils doivent le faire déjà maintenant. L'obligation, elle existe très clairement et c'est le code pénal. Merci. Merci Charlotte beaucoup Cobel d'être venue nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 10h46, c'était très intéressant, c'est passionnant. On aura l'occasion évidemment de reparler de tout cela. Dans un instant, je suis avec François Omril, qui est le patron de la CGC, les cadres. Il fait partie des syndicats opposés à la réforme des retraites. Je ne vous ai pas interrogé sur la réforme des retraites, hein, Charlotte Cobel. Oui. Là, vous non, d'accord, joker. Si non, mais pas de joker. Non, pas de joker. Le Parlement, on est en pleine commission mixte paritaire. On attend que les sénateurs et les députés se mettent d'accord. Et je pense qu'ils pourront trouver un accord. Qu'ils pourront trouver un accord et peut-être modifier pour un nos texte. Enfants. Dans tous les cas, oui. Pour nos enfants, parce que cette réforme, elle est importante pour nos enfants. Bien, Charlotte Cobel, merci. Merci beaucoup. François Omril, le patron de la CGC, avec nous dans un instant. Jean-Jacques Bourdin. Nouvelle journée de mobilisation, de manifestation, de grève contre la réforme des retraites. François Omril, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Régulièrement, président de la CFE-CGC, la Confédération Générale des Cadres. Alors, vous attendez, comme nous tous, les conclusions du travail de la commission mixte paritaire, 7 députés, 7 sénateurs, qui en fait réécrivent un texte, réécrivent le texte définitif de la réforme des retraites, qui sera ensuite ce texte présenté à l'Assemblée et au Sénat. Vote ou pas, 49-3 ou pas, nous verrons bien. Ça change beaucoup de choses, François Omril. De toute façon, on est vraiment dans la journée décisive. Hein. Oui. C'est-à-dire que soit il y a un 49-3, auquel cas, effectivement, il faudra qu'on réagisse. Hein. Oui. Pourquoi ? Parce que en la matière, les formes ne sont pas parallèles. Vous aurez observé qu'au Sénat, où le gouvernement a été assuré d'avoir une majorité, finalement, il a accéléré les débats pour aller au vote. Évidemment, le vote était acquis dès le départ. Oui. Et à l'Assemblée nationale, où il n'est pas assuré d'avoir une majorité, il pourrait user d'un artifice, mais qui est légal, bien entendu, pour qu'il n'y ait pas de vote. Je trouve que les formes ne sont pas parallèles, et en fonction de ce que le gouvernement décidera, et en fonction aussi du résultat du vote, bien entendu, notre attitude et notre réaction ne sera pas forcément la même. Évidemment. Alors, 2 hypothèses. Imaginons un vote à l'Assemblée nationale sur le texte de la commission mixte paritaire, un vote favorable au texte. Favorable au texte, vous arrêtez les manifestations ? Écoutez, moi je vais vous répondre pour la CFE-CGC. Oui, si le vote à l'Assemblée nationale est favorable au texte, nous on le respectera. Il arrive un moment où quand même, après tous les éléments et les moyens qu'on a mobilisés, quand la démocratie sous cette forme-là s'exprime, ça devient compliqué pour nous, en tant qu'organisation syndicale, au niveau confédéral, bien entendu, de venir dire que ce vote n'est pas légitime. Hein. Il faut à un moment se poser un peu, ce qui ne sera pas le cas si effectivement le gouvernement use du 49.3, pour la raison que je vous ai donnée, que les formes ne sont pas parallèles entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et que là, pour le coup, on aura un sujet. Si par contre, il y a un vote à l'Assemblée nationale et que ce vote rejette la loi, là, il n'y a plus de sujet du tout. Donc, évidemment. En fait, il y a 3 solutions pour vous, hein, dit François Omril. Il y a un vote à l'Assemblée nationale favorable au texte. À ce moment-là, vous arrêtez les manifestations. Hein, à la CGC, je parle. Hein, vous ne vous mobilisez plus. S'il y a un 49.3, vous redoublez de vigueur. C'est cela, dans les manifestations ?
Non, ça je peux pas en préjuger. Vous savez, depuis le début, je trouve que l'intersyndicale est quand même assez exemplaire. On prend les décisions ensemble, on communique ensemble et assez rapidement. Moi, je veux pas, sur ce sujet-là, donc on parle bien de l'utilisation du 49.3, je veux pas préjuger de ce que sera la réflexion en commun et le communiqué qui sera distribué en commun. Si vous voulez, ce serait pas correct vis-à-vis des collègues. Et je crois qu'il faut rester aligné jusqu'au bout, parce que c'est ça aussi qui fait notre force dans cette affaire. Bon, donc, si le texte, le texte est rejeté, alors là, bon, évidemment, il n'y a plus de réforme des retraites, François Omril. Si le texte est adopté, là, on cesse les manifestations. Et si le texte passe en 49.3, vous verrez. Bon, si j'ai bien résumé, hein. Oui, voilà, c'est ça. Il y a 3 cas de figure. Chaque figure ouvre une porte sur un chemin qui n'est pas le même. Si le gouvernement a recours au 49.3, ça c'est clair qu'il faut qu'on y réfléchisse. Ce que je veux dire aussi, c'est que par ailleurs, au-delà de ça, puisque la question que vous m'avez posée était circonscrite à la question des mobilisations, mais que par ailleurs, nous, on ne dit pas notre dernier mot sur les voies et les moyens pour faire que, quoi qu'il arrive, cette loi ne s'applique pas avec effectivité. Ça a d'ailleurs été évoqué, d'autres que moi, d'autres responsables syndicaux l'ont évoqué. Il arrive un moment de, entre guillemets, blocage démocratique, où parfois rendre la voix à la population, ça peut être aussi référendum sortie sur le scénario. Tout à fait. Référendum. Tout à fait. Référendum. Alors, prenons Didier rapidement, qui est à Martigues dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Didier. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Sud Radio. Bonjour Didier, vous travaillez dans une carrière juste à côté d'une raffinerie Total. Vous dites il y a peu de mobilisation chez Total. Vous êtes vous-même contre la réforme, mais vous êtes résigné, donc vous ne manifestez pas. C'est cela ? En gros, c'est ça, oui, tout à fait. Alors effectivement, je suis à côté de Total. Et effectivement, la seule mobilisation que j'ai vue pour l'instant, c'était des rassemblements pour distribuer des tracts, des flyers. Mais il n'y a pas eu un blocage d'accès, il n'y a pas eu des espaces filtrés. Pour l'instant, c'est libre accès. Et depuis, je n'ai plus vu un seul manifestant ou CGTiste, quoi que ce soit. Voilà. Vous ne manifestez pas, Didier, même si vous êtes contre la réforme. Pourquoi vous ne manifestez pas ? Écoutez, moi je suis résigné, je suis fatigué et de plus, on fait attention à son portefeuille aussi. Et moi je pense que de toute façon, cette réforme elle va passer. Nous avons eu des exemples sur des énièmes 10e, 11e 49.3. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et effectivement, malgré des gros désaccords, je pense que si le gouvernement veut quelque chose, il le fera, malheureusement. Merci Didier. Vous avez entendu François Omril, très intéressant. Je suis résigné, je suis fatigué, je pense à mon portefeuille. Mais moi, j'ai tout à fait entendu et ça me surprend pas du tout. Et à mon avis, c'est le très gros risque qu'il y a derrière, parce qu'on ne gouverne pas un pays, on n'emmène pas un pays tout entier comme la France vers le futur en ambition, avec des gens qui sont déçus et résignés et parfois en colère. Donc moi, je veux quand même, à l'occasion de votre témoignage, souligner que jusque-là, les syndicats, moi je le crois, ils ont été assez exemplaires. C'est vrai. En maintenant, en contenant leurs revendications et la manifestation visible de leur opposition au projet, et que finalement il y a, moi je le pense, un scénario du pire. Et le scénario du pire, c'est la résignation. C'est-à-dire les gens, ils rentrent chez eux, ils disent voilà, finalement tout ce qui se passe n'est pas conforme à ce que je souhaite, mais finalement je vais le subir comme je subis tout un tas d'autres choses. Et tout ça, ça génère de la démotivation et de la colère. Et moi je pense que ça aussi c'est un problème. Ce sera d'ailleurs, je le crois, si jamais ça passe, le problème majeur dans les mois qui viennent. Merci François Omril dans tous les cas. Vraiment merci. Il est 10h57. Passionnant cette demi-heure, cette première demi-heure. Allez, nous allons parler. Vous voulez réagir 0826 300 300. Faites comme Didier. Je salue Didier et je le remercie. Faites comme Didier. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas. Dans un instant, entre 11h et midi, nous allons parler des banques. Parce que tout le monde a été... Nous avons écouté
Écoutez avec attention ce qui se passait dans la Silicon Valley. Faillite d'une grande banque. Attention, la banque qui a fait faillite aux États-Unis est une banque importante, la Silicon Valley Bank, la SVB, qui a fait faillite. C'est une banque de start-up. Mais, je pose la question et j'ouvre le débat. Notre argent dans les banques est-il bien protégé, à l'abri? La panique bancaire, est-ce un risque bien identifié? Une banque est-elle une entreprise comme une autre? Il est 10h58, débat sur Sud Radio, juste après les infos. Il est 11h04, merci d'être avec nous, 11h04. Nous allons parler des banques, de nos banques, parce que nous avons tous tendu l'oreille la semaine dernière. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, une banque a fait faillite. Deux petites banques, mais une banque assez importante a fait faillite dans la Silicon Valley. Alors évidemment, panique générale immédiatement, panique bancaire aux États-Unis surtout, et puis en Europe aussi, et puis tout le monde. Évidemment, l'État fédéral, l'État américain est intervenu immédiatement. Les autorités économiques européennes, le ministre français, tout le monde a pris la parole parce que tout le monde s'est dit qu'est-ce qui se passe, et tout le monde a voulu rassurer. Rassurer qui? Le public. Nous, notre argent dans les banques est-il bien protégé? C'est la question que je voulais poser ce matin, le débat que je voulais ouvrir à la suite de cette faillite bancaire dans la Silicon Valley. Notre argent dans les banques est-il bien protégé? Est-il à l'abri? La panique bancaire, est-ce un risque bien identifié? Puis j'ai une question que je voulais vous poser à nos invités. Une banque est-elle une entreprise comme une autre? C'est une bonne question parce que c'est vrai que les banques, on vient au secours des banques immédiatement, tout de suite, dès qu'il y a la moindre faillite, alors qu'une entreprise lambda, elle fait faillite, ça n'intéresse personne. À part les salariés, les pauvres, qui eux se réunissent et se mettent en grève ou manifestent pour essayer de sauver leur boulot. Voilà la situation. Il est 11h06. Nos invités pour parler des banques. Dany Lang, qui est économiste, maître de conférences en économie à l'université Paris 13. Bonjour. Christian de Boissieu, vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Stéphane Molière, spécialisé dans la gestion de patrimoine, présentateur de conseils de famille tous les jours à 19h55 sur Sud Radio. Bonjour. C'est bien cela. C'est ça. C'est Sud Radio. Bon, alors, d'abord, regardons ensemble, puisque vous connaissez le sujet 1000 fois mieux que moi, la Silicon Valley Bank. Que représente-t-elle? Est-ce une banque importante ou pas? Christian de Boissieu. Écoutez, j'avoue que je ne connaissais pas son existence avant vendredi. Ah bon, d'accord. Même si ça fait quand même un certain temps que je travaille sur les banques et sur la monnaie et sur la finance. Bon. Oui. J'ai découvert, comme tout le monde, que c'était officiellement la 16e banque américaine. Oui, exact. Alors, elle est très importante en Californie parce qu'elle travaille avec les entreprises, les start-up, des nouvelles technologies. Donc, c'est une banque. La moitié des entreprises de la tech de la Silicon Valley, paraît-il. Ouais, voilà. Et donc, elle reçoit les dépôts de ces entreprises. Oui. Et ces dépôts sont relativement importants. Et c'est la raison pour laquelle le pouvoir fédéral a dit d'emblée, Monsieur Biden et puis les autres ont dit d'emblée pendant le week-end, on garantit les dépôts au-delà de ce qui est prévu par la réglementation, c'est-à-dire officiellement aux États-Unis, les dépôts, si votre banque fait faillite, vous êtes couvert jusqu'à $250 000 par personne. Et là, c'est-à-dire, si une banque fait faillite aux États-Unis, si l'État fédéral important intervient, vous êtes couvert jusqu'à $250 000 par par l'organisme d'assurance des dépôts, $250 000. Nous, en Europe, en France, on est à 100 000 euros. 100 000 euros en France. 100 000 euros par personne. Ce seuil n'a pas été modifié depuis 15 ans. Il a été, on a eu une harmonisation au niveau européen au moment de la grande crise financière 2007-2008. Et les pays européens ont dit on va se mettre d'accord sur la même limite. Et je fais cette remarque, la limite de 100 000 euros par personne a été fixée il y a 15 ans, et entre-temps, il y a eu de l'inflation. C'est dommage qu'on n'ait pas revu cette limite, d'ailleurs. Je pense, mon avis personnel qui n'engage que moi, c'est qu'il faudrait revoir cette limite à la hausse, surtout qu'on est quand même dans un contexte d'inflation. Pas besoin de vous faire de dessin, 6% par an d'inflation depuis 2021-22, et donc il n'y a pas de raison de ne pas indexer cette limite. On est bien d'accord. Alors, vous connaissiez cette banque? Alors, Dany Lang. De la même manière que Christian de Boissieu, j'ai découvert l'existence de cette banque
vendredi. Ceci d'autant plus que c'est pas une banque, ce qu'on appelle une banque systémique. Vous savez que depuis 2008, on a une liste des banques qui doivent faire des provisions supplémentaires parce qu'elles sont systémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent entraîner avec elles dans leur chute l'ensemble du système financier. La garantie des dépôts, c'est une invention géniale du président Roosevelt. C'est ce qui a permis aux États-Unis de mettre fin à une situation intenable où les gens étaient constamment en train de faire la queue devant leur banque pour retirer leur argent. Donc, effectivement, je suis assez d'accord avec ce que disait Christian sur le fait que 100 000 euros, c'est très peu. Alors, juste au passage, je voulais répondre à votre question. Est-ce qu'on doit sauver les banques? Le problème, non, c'est que les banques ne sont pas des entreprises comme les autres. Mais ça, je vais soulever soulever la question après. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé. Regardons encore ce qui s'est passé. Parce que Stéphane Moller, vous connaissiez cette banque? Je crois que personne ne la connaît de ce côté de l'Atlantique. Mais et pourtant, c'est intéressant de noter qu'elle a la taille de la Société Générale. Donc c'est pas une petite banque. C'est une grande banque. Une petite banque aux États-Unis, mais à l'échelon mondial, c'est une grande banque de la Société Générale. Imaginons demain que la Société Générale est une banque systémique, que la Société Générale dépose le bilan. Il s'est passé un phénomène que vous connaissez beaucoup mieux que moi, qui s'appelle le bank run. Alors c'est quoi le bank run? Alors en fait, ce qui s'est passé dans cette banque, c'est que cette banque, elle recevait les dépôts de l'ensemble de ses clients. Et elle a placé ses dépôts, sur des obligations d'État américaines d'une durée trop longue. En fait, c'est comme si elle avait prêté de l'argent à l'État américain sur une durée de 6 ans. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec la hausse des taux, la valeur de sa dette s'est effondrée. Et donc, quand les banques, ses clients aux États-Unis ont eu besoin de leur argent, la banque n'a pas été capable de matérialiser cette créance, de revendre ses bouts de crédit, ses obligations. Elle a matérialisé une moins-value. Et c'est là où les clients ont pris peur. Et ils ont de plus en plus essayé de retirer leur argent. Et plus ils retiraient de l'argent, moins il y avait de liquidité. Jusqu'à bank run, d'autant plus qu'aujourd'hui, le bank run, c'est pas compliqué. Un clic. Un clic et Internet. Avant, il fallait aller à la banque. Pour nos amis, je reviens sur l'idée de bank run. On appellerait ça en français ruer vers le guichet. Run, c'est courir. C'est ruer vers le guichet. C'est vieux comme le monde, cette affaire-là. Donc, je veux dire, on a une crise qui est à la fois très classique du côté américain, très classique, la faillite de cette banque qui place à long terme, à partir de ressources qui sont à très court terme liquides et qui, comme vous l'avez dit Jean-Jacques, peuvent être mobilisées sur un clic. Et en même temps, il y a quelque chose d'un peu nouveau qui tient aux relations entre cette banque californienne et son environnement, c'est-à-dire les start-up de la Silicon Valley. C'est ça la dimension nouvelle. Mais pour le reste, le déroulement de la crise, il n'y a pas plus classique. C'est du déjà vécu. Il n'y a pas plus classique. Alors certains, j'ai lu dans Le Monde et ailleurs, plusieurs reportages, aux États-Unis, on ne s'est pas ému outre mesure des malheurs de la Silicon Valley parce qu'il y a une certaine jalousie. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et beaucoup d'argent. Donc c'est ça la jalousie. Une leçon d'humilité pour la Silicon Valley. Alors, je pense qu'il y a eu une mauvaise... Je termine en disant qu'il y a eu une mauvaise gestion de la banque. Très franchement. Mais je pense qu'il y a un deuxième sujet, c'est que du côté américain, il y a des trous dans la cuirasse, dans la réglementation bancaire, à la différence de nous. Parce que, au fond, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ça peut nous arriver chez nous, en Europe et en France, etc. Très franchement, nous, du point de vue, après la crise de 2007-2008, nous avons en Europe, et donc en France aussi, resserré les boulons. Resserrer la réglementation bancaire, ce qui veut dire que réglementation et supervision. Il faut marcher sur les deux jambes, il faut avoir les bons textes, et il faut vérifier qu'ils sont appliqués. Et je pense que du côté américain, dans cette banque régionale, premièrement, ils n'ont pas respecté les réglementations internationales que nous appliquons en France, et deuxièmement, je pense qu'il y a des défaillances dans la supervision. Bien, voilà. Si je peux compléter ce que disait ce que disait Christian, quand même, si les Américains avaient laissé en place la réglementation qui a été votée à la suite de la crise de 2008, probablement qu'ils n'auraient pas connu cette situation aujourd'hui. C'est de la faute de M. Trump, là, en l'occurrence, parce qu'il avait promis de renforcer la régulation bancaire, de séparer les banques. Or, il a supprimé ce qu'on a appelé le Dodd-Frank Act, qui serrait les boulons beaucoup plus fort, d'ailleurs, que ce qu'on a fait en Europe. Donc, le problème, c'est ça. Et donc, cette banque,
banque, avec sa capitalisation, il y avait, je crois, 212 milliards. Oui. Voilà. 212 milliards, c'est pas mal. Hein. Ouais, c'est pas mal. Elle était en dessous des radars de la régulation. Donc, oui, c'est incroyable. Voilà. Non, mais c'est pour ça, excusez-moi, je ne veux pas abuser de la parole, mais ça veut dire qu'il y a d'autres banques régionales. Oui. Il y en a eu 2 autres d'ailleurs. Oui, il y a 2 autres, mais qui sont liés aux crypto-monnaies. Oui. Il y a une connexion entre ce problème et les débats sur les crypto-monnaies. Mais je veux dire, ce qui est assez inquiétant du côté américain, c'est de constater que ces trous dans la raquette, ils ne sont pas isolés. Il y en aura d'autres. Et je pense que c'est pour ça que M. Biden et l'administration américaine ont dès le début frappé fort. Tout de suite. En disant, on garantit les dépôts sans limite. On aidera les banques qui ont des problèmes de liquidité à se refinancer par une ligne de prêt qui a été ouverte tout de suite auprès du Trésor américain. Volonté de frapper fort, mais je pense, comme l'a dit Dany, que les États-Unis sont en train de payer un certain nombre d'errements dans le domaine de la réglementation bancaire de la période précédente. Bien, alors c'est très intéressant parce que si par hasard il y avait tout à coup un déséquilibre aux États-Unis, quelles conséquences pour nous en Europe? Et nous sommes mieux protégés effectivement, nous dépositaires, mieux protégés peut-être qu'aux États-Unis. Quel risque ici en Europe? On va parler de tout cela ce matin. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Merci. Faillite des banques, un système trop fragile ou pas? Doit-on avoir peur pour notre argent? Il est 11h15. Vous êtes sur Sud Radio. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. 11h18. Les banques, notre argent. Alors, regardons aux États-Unis. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le système bancaire américain est plus fragile que le système bancaire européen? Moi, franchement. Je dirais oui. Oui. Pour les raisons d'ailleurs que j'ai déjà suggérées tout à l'heure. Oui. Je pense premièrement qu'ils ont une réglementation qui est moins contraignante que la nôtre. Oui. En Europe et donc en France, parce que nous sommes dans le marché européen, nous appliquons les directives et les règles européennes. Et deuxièmement, je pense que la supervision est mal organisée. Bon. Et on a juste un mot là-dessus. Oui. L'État fédéral américain, vous avez une supervision au niveau fédéral, vous avez en plus une supervision au niveau de chaque État. Et le problème qu'on a depuis 20 ou 30 ans, c'est que chaque fois qu'il y a une crise bancaire, et il y en a eu depuis 20 ou 30 ans aux États-Unis, on constate qu'il y a une mauvaise coordination entre le niveau fédéral et le niveau des États. Est-ce que ce qui s'est passé là est terminé là? C'est terminé. Hein? Non, moi je pense qu'il y aura. C'est terminé peut-être pour la banque puisqu'elle est morte. Il y aura des répliques, si je puis dire, comme lors d'un séisme. Si vous admettez l'idée qu'il y a un certain nombre de banques régionales qui sont quand même un peu exposées au même problème, il va falloir que les autorités confirment leur intervention. Derrière la monnaie, il y a la confiance, et c'est une des raisons pour les banques, ce ne sont pas des entreprises comme les autres, la monnaie et confiance, et donc là, très vite, les pouvoirs publics ont tapé du poing sur la table pour rétablir la confiance va revenir, mais je répète, il faut du côté américain, à mon avis, il faut qu'ils améliorent leur système de réglementation et qu'ils améliorent leur système de supervision. Stéphane Moller. En fait, il n'y a pas de risque de contagion. C'est pas comme la crise de 2008 où il y a eu un effet domino, où il y avait une risque d'effet domino. Voilà, c'est pas une grippe, ça ne frappe pas d'une banque à l'autre. C'est des cancers, c'est-à-dire que chacune de ces banques peuvent être individuellement malades et donc il faut rapidement les auditer pour voir dans quelle mesure est-ce que chacune de ces banques a les mêmes problèmes de gestion de fonds propres et les mêmes problèmes de gestion de trésorerie. S'il y a une succession, vous le dites, peut-être pas d'effet domino, mais plusieurs banques qui font faillite aux États-Unis, est-ce qu'il y aura un genre de tsunami vers l'Europe, quoi? Des conséquences, des mouvements qui pourraient atteindre, des vagues qui pourraient atteindre l'Europe? Personnellement, le système bancaire européen. Personnellement, je n'y crois pas. On est très dépendant du système bancaire américain. Les systèmes mondiaux sont extrêmement intégrés aujourd'hui. C'est pour ça. Mais il y a quand même une différence majeure avec 2008, c'est que les banques européennes s'étaient gavées de ces subprimes, de ces actifs dont on nous disait qu'enfin on avait trouvé la recette de la rentabilité sans risque, ce qui n'existe pas en finance. Oui, la rentabilité sans risque. Oui, non, mais d'accord, mais à chaque fois qu'on a un boom, on a des gens qui nous racontent qu'on a atteint un haut plateau permanent, que ça va pas se retourner, qu'on a trouvé la recette de la rentabilité sans risque. Ça n'existe pas. Point barre. Donc, je pense pas mais heureusement, les autorités américaines ont agi fortement. Il y a pas l'exposition à des produits comme on a pu l'avoir, notamment les banques françaises ou allemandes avec les subprimes. L'effet à craindre, c'était l'effet de domino. Là, on a eu une action forte des autorités américaines. Je suis d'accord
d'accord pour dire avec Christian que la réglementation est insuffisante aux États-Unis et la supervision bancaire sont insuffisantes. Et puis en Europe, il faudra simplement faire en sorte que les banques respectent les accords de Bâle III. Elle les respecte. Est-ce que non, oui. Parce que sur les phénomènes de contagion au niveau mondial, il faut distinguer 2 canaux. Oui. Vous avez le canot des marchés financiers qui a joué depuis vendredi. Pourquoi lundi les bourses se sont cassées la gueule au plan mondial? C'est l'effet Wall Street, c'est qu'on est dans un monde où les marchés financiers américains sont dominants et donnent le ton à la finance mondiale. Ça, cet effet de contagion, il a joué, il continuera à jouer si jamais il y a des problèmes. Et il y a deuxièmement la contagion directement par les banques, où là, à mon avis, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par mes petits camarades, c'est-à-dire que l'exposition des banques françaises aux phénomènes évoqués depuis vendredi en Californie et ailleurs sont faibles. Et nous, on a resserré les boulons, on a quand même une réglementation qui est plus contraignante, on a des autorités de supervision au niveau français, au niveau européen qui sont là. Donc moi, je ne suis pas du tout pessimiste. Mais ce qui s'est passé dans cette banque californienne, c'est un peu ce qui se passe dans les stations-service. C'est-à-dire qu'on va faire le plein, mais on remplit des jerrycans aussi à côté. C'est exactement le même phénomène qui s'est produit. C'est exactement ça. C'est la trouille de manquer qui fait qu'on va chercher en premier son argent pour être sûr de le récupérer. C'est la prophétie auto-réalisatrice. Le fait d'anticiper la crise la crée. Voilà. Mais une banque doit avoir proposé, en réserve des liquidités suffisantes pour rembourser tous ses clients, si tout à coup, ceux-ci décideraient de retirer leur argent. Eh ben, c'est pour ça que nous, on applique la réglementation qui s'appelle Bâle III. Au cinéma, Rocky 2 est moins bon en général que Rocky 1 et Rocky 3 moins bon que Rocky 2. En matière de réglementation bancaire, depuis 30 ans, on a plutôt fait des progrès. Ce qu'on appelle le dispositif Bâle III. Bâle, la ville de Bâle en Suisse. Parce que le comité de supervision des banques est installé à Bâle. Voilà. Et Bâle III est meilleur que Bâle II. C'est l'inverse du cinéma. Et je dis simplement que dans ce dispositif, que respectent toutes nos banques, quelle que soit leur taille, il y a une différence avec les États-Unis, où les grandes banques américaines de New York respectent la réglementation internationale, mais beaucoup moins les banques régionales. Absolument, les banques régionales sont pas donc je dis simplement, pour répondre à votre question, à votre remarque, Jean-Jacques, nos banques, en France comme en Europe, sont obligées de respecter des ratios de liquidité, ce qui fait que si jamais il y avait un run, une ruée au guichet, elles auraient les moyens d'y faire face sans difficulté. Sans difficulté. Voilà. Enfin, ceci dit, les banques n'ont jamais en caisse l'ensemble des liquidités qui correspondent. Mais elles peuvent mobiliser. Oui, elles peuvent mobiliser. Alors, non, mais il y a eu un phénomène aussi. Il est déjà 25, ça passe très vite le temps, c'est passionnant. 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à venir vous mêler à la conversation. Mais il y a 2 choses. On a constaté aussi que les grandes banques attiraient. C'est-à-dire que quand il y a comme ça une inquiétude, hop, on se précipite vers les grandes banques. C'est ce qu'on appelle la fuite vers la qualité. Elles sont considérées comme trop grosses pour faire faillite. Voilà. Excusez-moi, en septembre 2008, Lehman Brothers était grosse. Mais c'est pas une banque de dépôt. Non, mais elle a quand même fait faillite. Il y a l'argument trop grosse pour faire faillite. Il joue jusqu'à un certain point, puisque les Américains... On va développer ça m'intéresse beaucoup. Et puis, est-ce que des banques sont plus fragiles que d'autres? C'est aussi une question que je voulais poser. Allez, vous restez bien avec nous. Il est 11h26, bientôt 27. Je crois que un mot, les banques sont soumises à des tests de résistance. Oui, ce qu'on appelle les stress tests, c'est-à-dire qu'on essaie de voir ce que donnent leurs comptes d'exploitation et leur bilan sous des hypothèses économiques les plus défavorables. Une récession importante, un choc sur les taux d'intérêt, etc. Et si jamais une banque individuelle ne passe pas ces tests de résistance, les autorités de supervision, nous en France ça s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui est assez proche de la Banque de France, si je puis dire, ACPR, Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, va appeler le dirigeant de la banque en disant vous passez pas le test, il faut augmenter vos fonds propres, il faut augmenter vos liquidités, etc. Donc il y a une surveillance. Il y a une surveillance et un peu de contrôle. Il y a une surveillance et c'est complété d'ailleurs parce qu'on appelle, désolé de la technicité, mais l'AQR, Asset Quality Review, on essaie de voir la qualité des actifs. Bon, tout ça est très bien, c'est indéniablement un progrès. Ceci dit, à chaque fois,
aussi bien pour les stress tests que pour l'AQR. Il y a quand même des hypothèses à faire qui peuvent. Je vous dis ça parce qu'il y a eu une faillite. Bon, il y a eu la faillite de la banque, la Silicon Valley Bank, mais il y a aussi la faillite des dirigeants de la banque. Or, une banque, c'est dirigé par des hommes. Et si ces hommes sont incompétents à la tête d'une grande banque, le risque existe aussi. Bon, allez. Donc, il faut que les contrôles soient là en permanence. Il est 11h27. À tout de suite. Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h31. Merci d'être avec nous. Alors, les banques, on a beaucoup de choses à dire autour des banques avec nos invités Christian de Boissieu, qui est vice-président du Cercle des économistes, professeur à Paris Panthéon-Sorbonne, Stéphane Moller, qui est spécialisé dans la gestion de patrimoine, présentateur de conseils de famille tous les jours, 19h55 sur Sud Radio, et Dany Lang, qui est économiste, maître de conférences en économie à l'université de Paris 13. Je vous parlais des banques européennes. Parlons de nos banques, qui sont très contrôlées, donc plus contrôlées que les banques américaines. Néanmoins, on est toujours un peu inquiet. On a vu ce phénomène aux États-Unis. Tout le monde s'est précipité pour déposer son argent plutôt dans des grandes banques. Est-ce que si l'on dépose son argent dans une grande banque qui a pignon sur rue, on est mieux protégé ? Alors pas nécessairement. Pas nécessairement. Enfin, ceci dit, c'est la raison pour laquelle les gens ont fait ça, c'est que ils ont l'idée que les grandes banques, effectivement, elles sont trop grosses pour faire faillite. Oui. Est-ce qu'elles sont trop grosses pour faire faillite ? Oui, puisque si ces banques-là tremblent, je vais prendre quelques exemples. BNP, Crédit Agricole, Société Générale ou Crédit Lyonnais, 3 grandes banques. Est-ce qu'elles n'ont aucun risque, aucune des 3, de faire faillite ? Vous pouvez même ajouter BPCE, Caisse d'Épargne. Oui, vous avez la liste des 4 banques françaises qui sont des banques systémiques. C'est-à-dire, si elles s'effondrent, tout le système financier s'effondre avec elles. Donc, elles ne peuvent pas s'effondrer. Elles peuvent trembler, mais à ce moment-là, les autorités seront obligées d'intervenir parce qu'une banque n'est pas une entreprise comme les autres, puisqu'on abordait la question tout à l'heure. Une banque, si les banques s'effondrent, c'est tout le système financier. Je vous dis ça parce tout le système de paiement, c'est retour à l'état de nature, comme disait Frédéric. Il y a un phénomène, on est fier de sa banque, où on dit dans quelle banque on n'est pas fier, mais on dit dans quelle banque on est, comme on dit quelle voiture on possède. Jean-Jacques, est-ce que je peux rebondir là-dessus ? Allez-y, Christian. Je suis client d'une banque dont je ne vais pas dire le nom, qui est une banque plutôt petite. Oui. Et lundi, je me suis dit, je suis économiste, mais je suis citoyen, je suis comme tout le monde. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Oui. Je fais rien, je reste. D'abord parce que globalement parlant, je dirais le système bancaire français se porte plutôt bien. Oui. Le rendement, quand vous regardez la rentabilité des banques en 2022, elle a été plus forte que jamais en général. Oui. Et donc, je n'ai plus souvenir qu'on ait eu une faillite bancaire au fond, on n'a pas eu de faillite bancaire depuis très longtemps, parce qu'on a une réglementation contraignante, parce qu'on a des autorités de supervision qui sont là. Donc, moi, ma banque, elle est petite, elle n'est pas systémique au sens où on vient de le rappeler, mais je reste dans ma banque. Donc, et j'ajoute que, je parlais de la garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros. Par contre, ça s'applique quel que soit l'établissement. Quelle que soit la banque. Quel que soit l'établissement dans lequel vous êtes. Donc, très franchement, je pense qu'il n'y a pas... Du côté bancaire français, ça va plutôt bien. C'est pas la même chose chez certains de nos voisins européens, on en parlera peut-être. Stéphane Moller. Alors, juste une chose sur la garantie des dépôts. C'est-à-dire que si une banque majeure venait à déposer le bilan, si c'était 600 milliards à trouver, c'est pas avec le fonds de garantie bancaire dans lequel il y a 6 milliards qu'on pleurait le trou. Hein. Donc, il faudrait quand même à un moment que l'État... 600 milliards, il y aurait trouvé ? Si une grosse banque... Ça représente quoi le montant des dépôts des Français dans les banques ? Beaucoup plus que ça. Là, on parle d'une seule banque. On parle d'une seule banque. Rien que le contrat d'assurance, c'est pas dans les banques, les contrats d'assurance vie, mais rien que la masse des contrats d'assurance vie en fonds euros, c'est 1600 milliards. Ah oui, d'accord. Et dans le fonds de garantie des banques, il y a 6 milliards. Oui. Donc, il y a probablement de l'argent à aller trouver ailleurs. Donc ça, c'est une intervention de l'État sous forme de garantie, comme on l'a fait en 2008 au moment de la crise bancaire. Mais il faudrait faire tourner la planche à billets. C'est-à-dire que là, il faudrait générer de l'argent. Elle a déjà tourné, la planche à billets, non ? Elle a déjà pas mal tourné avec le Covid. Mais je rappelle qu'en 2008, après la faillite de Lehman Brothers, grande banque américaine, en Europe et donc également en France, on a mis en place un système dans lequel l'État
est intervenue pour garantir un certain nombre de choses. C'est-à-dire sans nécessairement apporter de l'argent, donner une sorte de garantie. C'est vrai que ça compte énormément. C'est-à-dire que la garantie de l'État peut aussi empêcher le bank run en disant vous n'avez pas besoin d'enlever votre argent, parce que de toute façon, nous, on le garantit. Mais ça, c'est vraiment une chose. Effectivement, il y a une très grosse disparité en Europe. La place financière la plus sûre en Europe, c'est de très loin le Luxembourg. Et d'ailleurs, tous les gens qui ont beaucoup d'argent, ils envoient leur argent au Luxembourg. Mais au Luxembourg, dans des banques luxembourgeoises. Oui, parce que là, on a 100% de garantie des dépôts au Luxembourg, pour une raison qui est très simple, c'est que les banques dépositaires au Luxembourg, elles n'ont pas le droit de faire de prêts. Donc votre argent, il est sur votre compte bancaire et vous êtes le premier à y avoir droit. Il est rémunéré ou pas ? Il est rémunéré si vous décidez de faire des placements avec, mais la banque n'a en aucun cas le droit de faire ni de prêt de titre, c'est-à-dire de prêter votre argent à un autre établissement bancaire, ni de prendre votre argent pour le replacer sur les marchés financiers. Donc ça fait des banques luxembourgeoises, et ça s'appelle le triangle de sécurité, les banques quasiment les plus sûres du monde. Après, en Europe, le traitement peut être un peu différent et on peut avoir effectivement une régulation qui est la même partout en Europe, mais qui est plus ou moins bien appliquée et plus ou moins bien vérifiée. Autre question que je posais, est-ce qu'il y a des banques plus fragiles que d'autres, des banques françaises, puisqu'on parlait de la France, des banques plus fragiles que d'autres, qui auraient moins de dépôts qui, je suis pas sûr. D'abord, est-ce qu'il y a des banques qui ont plus de dépôts que d'autres ? Non, mais est-ce qu'il y a des banques françaises qui sont plus solides que d'autres ? La force d'une banque, c'est pas tellement le montant des dépôts qu'elle collecte, c'est le niveau de ses fonds propres. Mais alors, au niveau des fonds propres, alors il y a une réglementation minimum qui fait que chaque banque doit respecter un ratio de fonds propres minimum, et si possible être au-dessus. Et donc, quand vous comparez les ratios de fonds propres des différentes banques en France, ce ne sont pas les mêmes niveaux. Il y a des banques qui sont nettement au-dessus du minimum réglementaire, des banques qui sont proches. Mais si jamais une banque se rapproche du minimum, elle va recevoir un coup de téléphone du patron de la CPR dont je parlais tout à l'heure, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ou si elle est gérée directement, si elle est supervisée directement par la Banque Centrale Européenne, comme le sont les grandes banques françaises, il va y avoir un coup de téléphone et la banque sera obligée de se recapitaliser d'une manière ou d'une autre. Bon, ceci dit, je termine, Jean-Jacques, sur votre question. Le niveau, donc les ratios de fonds propres, par-delà l'homogénéité et la réglementation bancaire qui s'applique peuvent être différents d'une banque à l'autre. Et deuxièmement, la rentabilité des banques est pas la même d'une banque à l'autre. Donc il y a des banques qui sont plus fragiles, mais je répète, globalement parlant, moi j'ai pas souvenir récemment qu'il y ait eu de faillite bancaire en France. Non, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une information à vous donner. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est quand même le pays des faillites bancaires. J'ai un collègue qui s'appelle Emmanuel Carré, qui à l'université de Bretagne occidentale, il a calculé qu'en moyenne aux États-Unis, c'est tous les 5 ans des faillites bancaires. Donc faillites bancaires tous les 5 ans. C'est quasiment business as usual. Mais beaucoup plus libéral. Messieurs, il y a quand même une inquiétude. Qui a franchement été à chaque fois régulé, chaque fois qu'il libéralise, il régule. La bourse est en rouge vif. Oui, attendez. Jean-Jacques, BNP, Paribas et Société Générale ont plongé ce matin à la bourse. J'ai distingué tout à l'heure deux axes de contagion. Les marchés financiers, on est dedans. C'est ce qu'on appelle la globalisation financière. Donc c'est ce qui se passe. La chute des bourses, problème de confiance, parce que Wall Street dévisse, parce que les marchés asiatiques dévissent. On est tous dans le même bateau. Wall Street a moins dévissé hier. Non, mais il peut y avoir des décalages dans le temps. Nous sommes dans le même bateau financier de ce côté-là. La contagion par les marchés, elle existe. C'est différent de la contagion par les bilans et par les opérations bancaires. Nous sommes dans la globalisation financière. Donc nos marchés, nos bourses dévissent. Mais je répète, je termine là-dessus. On l'a pas dit. Tout ça est intervenu sur une finance inflammable. C'est-à-dire que les marchés financiers avaient beaucoup monté, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les marchés financiers avaient beaucoup monté avant vendredi. On était très fiers, nous, en France. Correction, donc. Correction. On était très fiers d'avoir battu le record du CAC 40. Très fiers. Regardez les journaux, la presse. On est au-dessus de 7300, on atteint 7400, etc. Quand vous montez, il y a forcément des corrections. Et c'est ce que j'appelle une finance inflammable, fragile. Et l'allumette qui a mis le feu, ça a été cette banque californienne, sur une finance fragile, parce que très spéculative, trop spéculative. Oui, il faut quand même mettre les choses dans leur contexte. Il y a quelques années, si c'était passé ça, les marchés prenaient 15% dans la journée. Attendez. Là, ça baisse un peu. Le Crédit Suisse en est à moins 7.
depuis ce matin. Il est malade depuis des années, le Crédit Suisse. Oui, je suis d'accord. Il est malade depuis des années. Non, mais bon, oui, enfin, c'est l'État. Vous disiez tout à l'heure, l'État suisse viendra à son secours. Il ne fera pas faillite. Les deux grandes banques suisses, UBS et Crédit Suisse, si jamais il y a un problème systémique, si je peux dire, ils interviendront parce que les Suisses n'autoriseront jamais une de leurs grandes banques à faire faillite. Ils nationaliseraient les banques. Alors, je le disais tout à l'heure, on va prendre Soraya, tiens, qui est à Boulogne-Billancourt. À tout de suite. Allez, Soraya, bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour, merci Soraya d'être avec nous. Vous êtes agent immobilier, Soraya. Exactement. Alors les banques, vous avez affaire aux banques régulièrement, Soraya, évidemment. Pas facile en ce moment d'ailleurs l'immobilier, non? Tiens, un mot. Oh écoutez, non, c'est pas facile. Surtout que moi je suis dans un secteur d'activité où je vends des restaurants, hôtels. Et avec la crise du Covid, les banquiers ont beaucoup de mal à financer nos amis restaurateurs. Alors, quelle question voulez-vous poser à nos spécialistes qui sont là autour de la table, Soraya? J'avais une question. Je voulais savoir si tous les épargnants français souhaitaient retirer leurs épargnes. Est-ce que les banques françaises auraient assez de liquidités pour donner aux épargnants leur épargne? Alors, messieurs? Moi, je pense que oui. Christian de Boissieu. Dans la mesure où chaque banque doit respecter des règles de liquidité relativement contraignantes, et si jamais il y avait un problème systémique pour l'ensemble du système, car Soraya, votre question, elle n'est pas individuelle, elle pose la question du système, je pense que là, à nouveau, l'État interviendrait. Je rappelle que en septembre-octobre 2008, alors c'est vieux et pas vieux, après la faillite de Lehman Brothers, qui a été un ouragan dans la finance mondiale, les pays européens, les États européens se sont mis d'accord pour, en quelque sorte, garantir, assurer, etc. Donc, très franchement, on peut se faire peur. Je suis d'accord avec vous sur le fait que ce qui se passe dans l'immobilier et les conséquences financières sont relativement importantes, mais moi, je pense qu'il n'y a pas de problème du côté de l'épargne. J'ajoute un dernier point sur un sujet qui n'est pas votre question, mais qui est un peu parallèle. Ce qui me gêne un peu plus sur l'épargne, c'est pas les problèmes d'insécurité, c'est qu'on décide pour les gens. C'est-à-dire que la nouvelle de ces derniers jours, c'est qu'une partie importante des livrets A, de caisses d'épargne, il n'y a pas de problème sur les livrets A, ils sont garantis, etc. Mais une partie de cet argent va être utilisé, par exemple, pour financer la transition écologique et l'énergie nucléaire. Moi, je suis pas contre, mais il faudrait de temps en temps demander l'avis des gens. Mais ça, c'est un vrai problème français. Ça a démarré avec le fonds euro. On utilise l'argent, l'épargne des Français sans les consulter. Mais on a démarré avec les fonds euros. C'est passionnant, le fonds euro. Le fonds euro, c'est un produit qui est garanti par l'État pour financer la dette de l'État. C'est quand même un montage absolument extraordinaire. Oui, ça, c'est vrai. Donc là, ce montage, si je peux vous interrompre, n'aurait pas été nécessaire si dans la zone euro, comme partout ailleurs, la Banque centrale garantissait la dette publique. Donc voilà, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'en 2008, les fonds sont rentrés aux États-Unis au lieu de partir des États-Unis. Entre nous, la bourse peut baisser un peu. Hein. Non, mais je vous dis ça parce que... Moi, j'ai dit qu'elle a beaucoup monté. Je vous dis ça parce que ça nourrit... Parce que ça nourrit une forme de colère de beaucoup qui ont des difficultés à boucler les fins de mois et qui voient parallèlement à ça une bourse qui finalement s'intéresse, et notamment en France, la réforme des retraites, mais ça ne touche absolument pas. Mais ça a toujours été comme ça, la bourse. Les milieux la financiers. montée des bourses a accentué les inégalités. Et ça, c'est dans le débat. Les inégalités. Avec le paradoxe que plus on est à gauche dans les gouvernements, plus les bourses montent. Ah bon? Historiquement. La gauche a toujours fait monter les marchés financiers. Ça ne veut pas dire que la droite empêche de monter. Mais mais de temps en temps, il y a des paradoxes intéressants à noter. La droite fait en sorte que la bourse ne monte pas. Non, c'est pas ça. Je suis pas certain, Stéphane. Mais moi, je ne fais que montrer les paradoxes. Je pense que les gens se disent le gouvernement interviendra en cas de problème financier plus facilement sous la gauche que sous la droite. Ça doit être ça. Qui a fait la révolution financière en France? Qui a fait la révolution financière en France? Monsieur Bérégovoy, ministre des Finances. Oui, c'est vrai, de gauche. Bon. Il est 11h44. À tout de suite. Merci Soraya, merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Bonne journée, messieurs. Merci Soraya. Il est 11h44, à tout de suite. Jean-Jacques Bourdin.
Il est 11h48. Allez, nous terminons deux sujets. Nous allons parler de la banque. Est-ce une entreprise comme une autre, une banque? Et puis, deuxième question, les taux d'intérêt qui sont hauts. Alors, est-ce que la banque est un petit tour de table? Réponse courte. Est-ce que la banque est une entreprise comme une autre? Non, ça n'est pas une entreprise comme une autre parce que sans banque, il n'y a plus de système de paiement. Donc, à la rigueur, si les banques sont dans de trop grandes difficultés et qu'on les nationalise, alors que ça bénéficie aussi aux contribuables, ce qui risque d'arriver en Suisse. Bon. Parce que c'est les contribuables qui vont payer à ce moment-là, qu'ils en bénéficient. Christian de Boissieu. Un peu en deux parties. Premièrement, la banque est une entreprise, et deuxièmement, c'est pas une entreprise comme les autres. Premièrement, c'est une entreprise parce qu'elle a un compte d'exploitation, des bilans, elle a des problèmes de gestion, mais c'est pas une entreprise comme les autres parce que derrière la banque, il y a la monnaie. Derrière la monnaie, il y a la confiance. Et donc, en fait, elle a une responsabilité collective. C'est la raison pour laquelle on applique une réglementation. BNP Paribas n'a pas la même réglementation Chrono ou Saint-Gobain. Voilà. Bien. Stéphane Moller. Oui, elle a une responsabilité collective. C'est-à-dire qu'en fait, elle est le dépositaire de nos fonds, de notre épargne. On y verse nos salaires tous les mois. Et c'est ça qui fait de la banque une entreprise différente des autres. Alors, pour la transition, vous voyez, les auditeurs sont formidables. Pierre est dans le Tarn-et-Garonne. Oui. Bonjour Pierre. Oui, bonjour à tous. Vous avez une question à poser, notamment à Christian de Boissieu, qui, je le rappelle, est vice-président du Cercle des économistes et professeur à Paris Panthéon-Sorbonne. Allez-y Pierre, qu'est-ce que vous vouliez poser comme question? Alors voilà, moi j'ai des économies, mon épouse et moi, on a 2 livrets A. Oui. Où on met des petites économies tous les mois. Et en fait, on a entendu dire que que l'État pouvait se servir sur ces livrets A. Donc, j'en conclus qu'il va falloir que je retire toutes ces petites économies. Non, Pierre, c'est garanti. Non, c'est garanti. Votre livret A, il risque rien. Vous allez rester propriétaire de votre livret A et vous pouvez le retirer quand vous... Oui, mais s'il me retire les sous que j'ai dessus. Non, mais de toute façon, vous savez, 50% des fonds collectés en France par le livret A partent à la Caisse des dépôts et consignations pour financer ce qu'on appelle le logement social. Donc ça, c'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'il y a un recyclage de l'épargne, parce que l'épargne, elle reste pas immobile. Mais vous, en tant que propriétaire, vous pouvez la retirer par un clic. Voilà, individuellement. C'est ce qu'on va faire, oui. Non, ne faites pas, Pierre. Ne faites pas, la rentabilité du livret A est bonne. Elle est à 3%. 3% net d'impôt, je peux vous dire. Net d'impôt, vous vous rendez compte, Pierre? Restez en livret A. J'ai posé un autre problème. Vous aurez toujours votre argent à disposition. Oui, mais alors, pourquoi ils parlent de ces peurs? Il faut que tout le monde avait leur dire, là. Non. S'ils nous prennent sur les retraites, s'ils nous prennent sur les livrets A. Non, vous inquiétez pas. Vous avez votre liberté individuelle. Je posais le problème de savoir si, au plan global, ce qu'on fait du livret A. Alors, une grande partie va vers le financement du logement social via la Caisse des dépôts et consignations. Et il est question d'utiliser une partie de cet argent pour financer... Mais l'État garantit toujours complètement votre dépôt. Restez là, vous êtes peut-être plus heureux qu'ailleurs. Restez là, il n'y a pas de problème. Ah oui, ils sont heureux, oui, mais on serait beaucoup plus heureux si nous augmentions les retraites. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. On en est d'accord. Je ne suis pas décideur là-dessus. Merci Pierre, dans tous les cas. Merci beaucoup d'avoir posé cette question, parce que, vous voyez, tout de suite, dès qu'on... Et c'est normal, ces questions d'argent, on est inquiet. Bon, alors, maintenant, les taux d'intérêt sont... Inflation qui est forte, taux d'intérêt évidemment élevé, plus élevé, ça gêne l'économie. Hein, oui, alors il y a deux situations. Moi, j'ai cessé de dire qu'il y a deux situations parce que aux États-Unis, ils ont eu des plans de relance qui sont les plus forts en fait depuis Roosevelt. Donc ils sont proches de la surchauffe, ils ont un taux de chômage faible. Ça se comprend qu'ils aient fait grimper les taux. Bon, mais nous, en Europe, on devait faire monter un tout petit peu les taux pour calmer les bulles spéculatives, notamment sur le marché immobilier. Mais franchement, les banques centrales n'ont pas les outils, c'est pas avec le taux d'intérêt, elles n'ont pas les outils pour combattre l'inflation. Alors, question, faut-il faire baisser les taux? Faut-il baisser les taux d'intérêt? Je pense qu'à mon avis, mais je vais laisser Christian et Stéphane s'exprimer. Moi, je pense que là, il faut arrêter de monter les taux d'intérêt. On a calmé le marché immobilier, donc il fallait le faire au nom de la stabilité financière, mais on ne luttera pas contre il va falloir le relancer, le marché immobilier. Dilemme des banques centrales dans les jours qui
qui viennent, parce que d'un côté, cette instabilité que nous vivons sur les marchés, la Banque californienne, etc., depuis vendredi, inciterait à ne rien faire, ne pas baisser, mais ne rien faire, ne pas monter. Et de l'autre côté, les derniers chiffres d'inflation aux États-Unis et en Europe presque trop élevés. Donc, moi, mon analyse... ma prévision, et je ne confonds pas prévision et préférence, ma prévision, c'est que je pense qu'ils vont continuer à monter doucement les taux, et ils ne vont pas aller très loin, ni du côté américain, ni du côté de la Banque centrale. On va encore monter, ça veut dire que pour acheter, par exemple... Non mais attendez, je termine, excuse-moi Stéphane, juste en termes de ce qu'on appelle le taux réel, le taux hors inflation, dans pas mal de cas, il reste quand même assez négatif, donc je rappelle ça. Sauf que vous empruntez, vous empruntez à 2,50 ou à 2,80. Mais avec une inflation à 6, vous voyez un taux négatif. Encore faut-il qu'avec une inflation à 6 et avec un taux à 2,80, les banques vous prêtent de l'argent. C'est ce qui a permis de constituer deux points d'intérêt majeurs. Le premier point d'intérêt, c'est qu'une fois qu'on a remonté les taux, on peut les rebaisser. Et quand on rebaisse les taux, on remet de l'oxygène dans l'économie. Donc en fait, ce qui s'est passé là, c'est que les États se sont redonnés la possibilité de remettre de l'oxygène dans l'économie. Et finalement, cette hausse de taux, elle s'est pas mal, absolument, elle s'est indirectement par les banques centrales. Et finalement, ça s'est pas mal passé, cette hausse de taux. Et donc, on va pouvoir repartir sur un cycle de baisse de taux. Et c'est la baisse de taux qui permet de mettre de l'oxygène dans l'économie. Donc ça, c'est vachement intéressant. De l'essence dans le moteur. Non, dans les 10 années à venir. Dans les 10 années à venir. Et la deuxième chose qui est tout à fait intéressante, c'est que cette hausse des taux, elle a effectivement pour normalement volonté de contrecarrer cette inflation qui va nous permettre d'avoir plus de pouvoir d'achat demain. En tout cas, c'est l'objet affiché de cette hausse de taux. Juste il nous reste 35 secondes. Rapidement. Donc, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Quand on baisse les taux, on n'est pas sûr d'avoir un effet positif, éventuellement à moyen terme, à long terme. Quand on les monte, on sait qu'on a un effet récessif. Le bon côté de la situation actuelle, c'est que ça va calmer les banques centrales dans leur hausse de taux. Moi, ma crainte, c'était qu'on finisse par faire, comme en 79, de tuer l'économie en mettant le taux directeur. Ils l'ont passé 6,5 à 19,5. C'était une catastrophe. L'inflation n'est pas la même. L'inflation n'est pas la même. Non, mais d'accord, mais ma crainte, c'est qu'ils continuent. Maintenant, ils vont devoir se calmer. Bien, messieurs, merci d'être venus nous voir. C'était passionnant. 1 heure. Passé très très vite. Il est 11h55, vous êtes sur Sud Radio. Merci d'être intervenu. Nous allons parler de toute autre chose juste après midi. Le plan global sur l'eau, vous le savez, sera présenté la semaine prochaine par le gouvernement. En Chine, les autorités sont confrontées, évidemment comme nous, à une sécheresse très forte. Les Chinois ensemencent les nuages. Nous allons tout savoir sur les techniques utilisées pour faire pleuvoir ou pour faire cesser la pluie. La manipulation du climat, c'est un enjeu géostratégique, c'est passionnant. L'eau, enjeu stratégique des conflits modernes, c'est le titre du livre de notre invité, Franck Gallard, qui sera avec nous après-midi. Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h06, merci d'être avec nous. Nous allons changer totalement de sujet et recevoir dans un instant, et restez bien à l'écoute parce que c'est absolument passionnant, Franck Gallard, qui est spécialiste des enjeux de sécurité liés à l'eau. Auteur d'un livre qui a pour titre L'eau, enjeu stratégique des conflits modernes, aux éditions Robert Laffont. Franck Gallard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons ensemble... Nous allons observer une petite pub, mais auparavant, je voudrais quand même introduire ce sujet. Nous allons ensemble parler des enjeux liés à l'eau, et notamment des enjeux liés à la sécheresse, et notamment à la volonté des Chinois, par exemple, de contrôler la pluviométrie. Alors, comment ? En ayant la volonté de faire pleuvoir ou en ayant la volonté de faire cesser la pluie, tout simplement. En ensemençant les nuages. C'est ce que font les Chinois, mais depuis longtemps, Franck Gallard. Depuis 1958. Depuis 1958, ils font cela. Comment ? Et puis les enjeux de l'eau, les enjeux du climat, ces enjeux stratégiques, la manipulation du climat. Nous allons parler de tout cela dans 2 minutes, 12h07, vous êtes sur Sud Radio. Jean-Jacques Bourdin. Bien, 12h10, l'eau.
Mercredi prochain, journée mondiale de l'eau. On attend aussi le plan global sur l'eau qui sera présenté probablement mercredi prochain par Elisabeth Borne, Première ministre. Franck Galland, je rappelle, l'eau, enjeu stratégique des conflits modernes, c'est le livre que vous avez publié chez Robert Laffont, qui est en vente, que d'ailleurs je vais m'emprêcher d'acheter parce que ça me passionne, les enjeux stratégiques et géopolitiques de l'eau. Il faut dire la réalité, c'est que bientôt en France, nous vivrons avec un climat semi-aride. Le climat que connaît l'Espagne depuis une quarantaine d'années, oui. Été après été, printemps après printemps, arrive en France. Vous avez aimé 2022, vous allez adorer 2023. On commence l'année, le BRGM vient de rendre ses conclusions avec des nappes à 80%. 80% de nos nappes sont à un niveau inférieur à la normale. Au 1er août dernier, la mission interministérielle sécheresse 2022 a montré qu'on avait 1260 cours d'eau qui étaient à sec, un 1er août. On a eu des déficits pluviométriques de 30 à 40% par endroit. Et 2023 s'annonce pire que 2022. On en prend le chemin. S'il ne pleut pas de manière régulière, très forte, dans les 2 prochains mois, on va passer un très très mauvais été, je vous l'assure. Nous avons eu l'an dernier 1052 communes qui ont manqué d'eau, un peu plus d'1 millier qui étaient pas très loin de la rupture également. Donc on peut s'attendre potentiellement à un doublement, un triplement. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, pour des communes de moins de 5000 habitants, ça devient problématique. Ça devient problématique. Et c'est problématique partout dans le monde. En Europe, l'Italie est peut-être le pays le plus touché. Ah, vous avez entièrement raison. Le lac de Garde est à un niveau, je dirais, le plus bas depuis 30 ans. Le Pô, aujourd'hui, qui est une artère fémorale sur le nord de l'Italie, a un niveau de stress hydrique inégalé depuis une quarantaine d'années. Les incidences en termes de rendement agricole ont été très très importants. Ils ont perdu 7 milliards d'euros l'an dernier. L'agriculture italienne, 7 milliards d'euros, moins 30% en termes de production d'huile d'olive, par exemple. Exactement. L'hydroélectricité, par exemple, qui est le marqueur de l'eau, ils sont à moins 40% de production hydroélectrique, nos amis italiens. Nous-mêmes, on est quand même à moins 20% sur l'année 2022. Donc on a un vrai sujet. Et ce sujet, aujourd'hui, de l'eau, de la ressource en eau, de sa raréfaction, devient une question de sécurité collective. Voilà, ça devient une question de sécurité collective et ça devient une question géopolitique et stratégique extrêmement essentielle. Franck Galland. Elle s'étend, je dirais, cette dimension géopolitique du nord du Maroc, de Tanger, jusqu'au nord-nord-est de la Chine. Ça traverse l'Afrique du Nord, le Proche Moyen-Orient, la péninsule indienne, très très problématique. Aujourd'hui, l'Inde est le pays au monde, c'est quand même 1,3 milliard d'habitants. Ils seront 1,7 milliard en 2050. Et c'est le pays au monde qui utilise le plus ses ressources en eau souterraine. Et ces ressources souterraines, année après année, s'amenuisent. Donc l'Inde n'a plus d'eau. Et avec d'énormes conséquences sur l'alimentation en eau des grandes villes indiennes. Vous parliez d'artère fémorale en parlant du Pô, mais la Chine comme l'Inde sont très dépendantes de grands fleuves. Toute l'Asie, des grands fleuves, le Yangtze, le fleuve jaune, le Brahmapoutre, tous ces grands fleuves, exactement, qui irriguent ces pays et qui sont en situation pas de sécheresse, mais qui sont à des niveaux très bas. La Chine a connu un été d'une sécheresse inouïe. Ils naissent dans l'Himalaya ou le Tibet, non les contreforts tibétains. Les contreforts tibétains. En territoire chinois. Bien sûr. Et en fait, vous savez, la Chine s'est fait par l'eau, pour l'eau et avec l'eau. Hu Jintao, qui était président chinois de 2002 à 2012, était ingénieur hydraulicien de formation. Mao Zedong rêvait de l'eau tous les matins et il disait si on pouvait emprunter de l'eau au sud et la ramener au nord, ça serait formidable. Pourquoi ? Parce qu'au nord, vous avez 45 à 50% de la population chinoise, mais vous n'avez que 15% des ressources en eau disponibles de la Chine. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait d'énormes dérivations du sud vers le nord, qui sont rentrés en exploitation en 2014 pour la première et en 2017 pour la seconde, ce qui permet d'alimenter en eau Pékin. Vous avez des niveaux de stress hydrique à Pékin qui sont ceux de Djibouti, par exemple. Donc on voit bien que pour eux, c'est une question de survie, c'est une question de sécurité nationale. Et ils y mettent, je peux vous assurer, les moyens. Ils sont en train de lancer un grand plan de dessalement pour devenir la puissance mondiale du dessalement. Dans 10 ans, les Chinois seront les plus grands dessaleurs du monde. Alors, on peut dessaler, ça coûte très cher, mais c'est faisable, dessaler. Ça a énormément baissé. Aujourd'hui, vous sortez un mètre cube d'eau dessalée à 0,9 €.
Oui. En termes d'empreinte énergétique, vous êtes à 2 kWh par mètre cube. Il faut savoir que vos consommateurs en France, quand ils reçoivent cette eau au robinet, l'empreinte énergétique de l'eau, ça a été 0,5 kWh par mètre cube. Donc entre 0,5 et 2 kWh par mètre cube, vous voyez, on multiplie par 4. Oui. Donc à l'évidence, le dessalement est aujourd'hui une solution pour Barcelone. 20% des besoins en eau d'une ville comme Barcelone dépendent d'une station de dessalement qui fait 200 000 m3 jour. Vous allez en vacances à Malte, 100% de l'eau que vous consommez à Malte vient du dessalement. En France, on parle peu du dessalement. Mais nous sommes très en retard sur le sujet. Et cette situation semi-aride que connaît l'Espagne depuis 40 ans a été en partie résolue par le dessalement. Aujourd'hui, nos îles bretonnes, été après été, manquent d'eau. Et c'est grâce à des stations mobiles de dessalement qu'on a secouru Groix l'été dernier. Donc, à l'évidence. Mais pourquoi est-ce qu'on ne développe pas d'ailleurs le dessalement? Parce qu'on n'a pas pris ça, c'est ce que j'appelle l'aménagement du territoire, qui a été oublié depuis des années et des années. Si la Provence a de l'eau, c'est grâce à la Société du Canal de Provence depuis 1956. C'est que nos grands-parents ont planifié, ont aménagé le territoire avec de l'infrastructure. Donc la sobriété, bien sûr, c'est nécessaire. Le gouvernement va annoncer un plan de sobriété hydrique après un plan de sobriété énergétique. Mais au-delà de ça, il faut de l'infrastructure. Il faut aller vers de la réutilisation des eaux usées. La réutilisation des eaux usées en France, c'est moins de 1%, c'est 15% chez nos amis espagnols. Qu'est-ce qu'on attend pour lancer un grand plan sur la réutilisation des eaux usées en circuit fermé pour l'arrosage de golf, pour l'arrosage d'espaces verts, pour les nettoyages de camions, par exemple. Voilà. Et je ne parle même pas du gaspillage de l'eau. Le gaspillage de l'eau avec des canalisations qui sont vétustes, avec... Alors, vous avez raison. Beaucoup, alors, vous avez raison, on a encore des taux de fuite trop importants, à hauteur de 20%. Les objectifs du Grenelle 2 de l'environnement mettaient ces objectifs à 15%. Mais vous savez, sous nos pieds, Jean-Jacques Bourdin, nous avons 900 000 km de réseau en France. C'est 23,5 fois le tour de la Terre. Donc, on ne va pas arriver à 0% de fuite. C'est strictement impossible. Voilà. Mais il faut investir massivement pour limiter ces fuites. Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à stocker l'eau de pluie suffisamment ou assez bien Alors, là, c'est une question aussi d'infrastructure. Nos amis italiens, 10% de leurs infrastructures, en fait, leur capacité de stockage en termes d'ouvrage, c'est uniquement 10% des pluies. En Espagne, c'est 50% des pluies, parce que les Espagnols ont énormément permis du stockage, effectivement, d'eau de pluie. Nos amis marocains, on a beaucoup à apprendre du Maroc. Le Maroc, quand il devient indépendant, en 1967, Sa Majesté Hassan II peut compter sur 13 barrages. En 1997, quand il fait un discours de 30 ans d'investissement et de politique d'aménagement hydraulique, c'est une centaine de barrages au Maroc. Sauf qu'aujourd'hui, compte tenu des modifications climatiques, il pleut de moins en moins au Maroc. Donc ce modèle de retenir l'eau de pluie, il continue, mais il ne suffit plus. C'est pour ça que le Maroc va vers le dessalement. J'ai compris. Par exemple, à Casablanca. Alors, les enjeux géostratégiques, ils sont là. En vous écoutant, on les comprend, on les imagine, on les voit tout près de nous. Les Chinois, eux, qui sont confrontés, donc vous le disiez, comme nous à la sécheresse, depuis longtemps, depuis 1958, ensemencent les nuages. Exactement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Alors, en fait, cette technologie ne vient pas de Chine. Elle vient des États-Unis, pour être précis. Elle vient d'un ingénieur d'un General Electric. C'est après la guerre. Qui a convaincu le Pentagone d'ensemencer les nuages. C'est-à-dire, ensemencer les nuages, c'est d'introduire des particules chimiques, d'iodure d'argent, sur les basses couches de nuages pour faire pleuvoir. Alors, pour que ça marche, il faut d'abord des nuages. Et ensuite, il faut qu'il y ait des nuages. Parce que si le ciel est bleu, vous oubliez. Mais il faut des nuages précipitants. Et à partir de là, grâce à ces technologies, vous pouvez augmenter la pluviométrie entre 10 et 15%. Alors, à l'origine, c'est pour ça que le Pentagone s'y est intéressé, c'était à l'origine le projet Cyrus, mais c'était utilisé à des fins militaires. Pendant la guerre du Vietnam, de 1967, à partir de 1967, ça ne s'invente pas, l'opération Popeye, eh bien l'objectif c'était de faire pleuvoir sur l'ennemi, sur les colonnes logistiques d'Ho Chi Minh. Voilà, qui ravitaillait l'armée nord-vietnamienne qui combattait l'armée américaine. Oui. Alors, la fameuse ligne Ho Chi Minh, la ligne, comment on appelait ça, la voie Ho Chi Minh. La voie Ho Chi Minh, exactement. Alors, par rapport à ça, en 1978, quand même, la communauté internationale a dit on va légiférer, il faut interdire la modification climatique en temps de guerre. Mais le problème, c'est qu'on est en temps de paix aujourd'hui. Et que vous avez une quarantaine de pays dans le monde qui pratiquent ces modifications
climatique. Alors, à l'origine... C'est efficace, ça fait Bien sûr tomber que de l'eau, c'est efficace. Je veux dire, la Chine est devenue maîtresse dans le domaine, et notamment l'armée chinoise. Alors, ça permet quoi? Ça permet de dissiper les nuages. Ça permet de lutter contre la grêle. Ça permet de lutter contre la pluie. Prenez, en juillet 2021, c'était le centenaire du Parti communiste chinois. D'énormes manifestations étaient organisées dans toutes les grandes villes de Chine, et en particulier à Pékin. Il n'a pas plu. Pourquoi? Parce que l'ensemencement de nuages a permis de faire en sorte qu'il ne pleuve pas. Mais à l'inverse, et c'est là que les Chinois, compte tenu de leurs besoins hydriques, sont en train d'investir massivement. C'est un plan quinquennal qui a été lancé en 2020, qui va se terminer en 2025. L'objectif, c'est de faire pleuvoir sur les provinces chinoises qui manquent d'eau, alors avec des missiles solaires, avec l'aviation chinoise qui effectivement utilise ses capacités d'ensemencement sur les basses couches, mais également les drones. Les drones sont en train de révolutionner l'ensemencement de nuages. Si vous couplez le drone avec de l'intelligence artificielle, et c'est ce que les Chinois ambitionnent, parce que la Chine ambitionne en 2030 d'être le leader mondial de l'intelligence artificielle, ça vous donne le moment le plus opportun pour lâcher vos particules chimiques sur les basses couches de nuages. Donc pour faire, entre guillemets, droit au but, pour faire mouche. Voilà. Et ça inquiète énormément les pays de l'aval, comme l'Inde. Dites-moi, mais c'est une manipulation du climat. C'est une manipulation du climat. Vous savez, Edgar P. Jacobs, le père fondateur de Black Mortimer, avait sorti dans les années 60 SOS Météore avec un scénario où le colonel Ulrich et le professeur Milok faisaient pleuvoir sur l'adversaire. On y est. On y est. Et à l'époque, c'est pas sorti de son imagination, c'est sorti entre guillemets de son imagination, parce qu'il avait dû lire que nos amis chinois et nos amis américains, déjà à l'époque, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'intéressaient à la question. Donc on y vient, et nous, il va falloir légiférer. Nous on y vient, oui, parce qu'il n'y a aucune législation mondiale. En temps de paix, non. En temps de paix, non. Il y a le traité de 1978 de N-Mode, mais aujourd'hui, en temps de paix, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Alors, les Émirats Arabes Unis ont un programme très très développé dans ce domaine. L'armée chinoise est passée maîtresse. Alors, en France, qu'est-ce qu'on fait? On utilise quoi? On a pensé à utiliser des techniques d'ensemencement de nuages pour éloigner la grêle, et notamment pour protéger les vignobles. Mais on est très très loin aujourd'hui des niveaux d'avancée de ce qui va se pratiquer en Asie. C'est-à-dire qu'en Asie, on va pouvoir prévenir tous les orages de grêle. Alors, ils y viennent, on va pouvoir faire pleuvoir. Alors, pour peu qu'il y ait des nuages, on ne peut pas, personne ne peut créer un nuage. Bien sûr. Mais effectivement, faire pleuvoir, lutter contre les incendies de forêt. L'ensemencement de nuages a permis notamment à la Thaïlande, a permis récemment à la Chine de lutter contre les incendies de forêt. Parce que tous ces pays sont confrontés aux conséquences du changement climatique. Évidemment. Et donc, toute source d'alimentation en eau complémentaire est bonne à prendre. On parlait d'offres en eau alternatives, dessalement, réutilisation des eaux usées, mais si on peut faire pleuvoir de 10 à 15% de plus, pourquoi s'en priver? Sauf que ça a d'énormes conséquences environnementales sur les écosystèmes. C'est quand même de l'iodure d'argent. C'est de l'iodure qu'on balance dans l'atmosphère. C'est un produit chimique qui va rester dans les sols, qui va retomber dans les sols, qui va bloquer les écosystèmes en termes de croissance, qui est mauvais pour l'homme. Je veux dire, l'aspiration de iodure d'argent, c'est pas bon pour vos poumons, premièrement. Ça a des incidences d'un point de vue, estomacal. Donc il faut faire très très attention. Aujourd'hui, on n'a pas, je dirais, si ces technologies devaient être plus usitées, la condition sine qua non, c'est de connaître au minimum leurs conséquences exactes sur l'homme et sur les écosystèmes, premier sujet. Deuxièmement, c'est de les utiliser uniquement à bon escient, c'est-à-dire c'est quand le moment le plus opportun pour utiliser cette technologie. Donc ça nécessite une très forte connaissance du fonctionnement des nuages qu'on n'a pas aujourd'hui. Bien sûr. On va sur Mars potentiellement, mais voilà, ce qu'on voit, c'est comment fonctionne un nuage. Il y a des gens qui connaissent, bien évidemment, en France ou ailleurs, mais si on va vers une plus grande utilisation de ces technologies, il faut que ça soit strictement encadré, et ça n'en prend pas le chemin. Alors, vous savez, vous parliez du 22 mars à juste titre, Journée mondiale de l'eau, mais le 22 mars prochain va se réunir à New York la première conférence intergouvernementale sur l'eau douce depuis 1977. Ça fait 46 ans aux Nations Unies qu'on ne s'est pas réunis pour parler eau douce. Pourquoi on se réunit aujourd'hui? Parce que ça devient un enjeu sécuritaire, un enjeu stratégique mondial. Et j'espère potentiellement qu'on parlera de ce sujet, de l'ensemencement de nuages, comme on doit parler des conséquences du dessalement sur les écosystèmes marins. On a de plus en plus de dessalement, mais quand on dessale de l'eau de mer,
et ben effectivement, on injecte de la saumure dans le milieu marin. Et quand on est une mer fermée, on injecte de la saumure dans le milieu marin. Oui, quand vous dessalez un mètre cube d'eau salée. Comment on dessale Alors aujourd'hui, vous avez de l'eau. Je vais être très simple. Alors, vous puisez de l'eau de mer à grande profondeur, et derrière, il y a deux technologies, mais la plus utilisée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'osmose inverse, c'est-à-dire vous passez votre eau salée à travers des membranes. À très forte pression, et les impuretés de sel se séparent des impuretés d'eau. Qu'est-ce que vous faites des impuretés de l'eau douce, des impuretés de sel? Mais qu'est-ce que vous faites des impuretés de sel? Et donc elles sont généralement rejetées en milieu marin. Et pour un mètre cube d'eau dessalée, vous avez 1,5 entre guillemets mètre cube d'eau saumurée. Mais on peut pas l'utiliser comme comme dans les marais salins. Alors l'avenir va être là. C'est qu'est-ce qu'on fait de ces saumures et jusqu'où doit-on aller? Parce qu'aujourd'hui la mer d'Arabie, qui est une mer fermée, mais qui est tellement essentielle pour l'alimentation en eau via le dessalement à l'Arabie Saoudite, au Qatar par exemple. 99% de l'eau que vous consommez au Qatar vient de 3 stations de dessalement. Voilà. Et donc, cette mer fermée sans courant, ces écosystèmes sont très attaqués du fait de 40 ans d'opérations de dessalement. Bien, merci Franck Galland. Merci, c'était passionnant. Franchement passionnant. Je rappelle le titre de votre livre, l'eau, enjeu stratégique des conflits modernes. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci d'être venu nous voir. Il est 12h27, c'est l'heure de Philippe David que vous retrouvez.